d'Ivoire n'a plus de club. Bonsoir à tous, j'espère que le week-end a été fructueux pour vous, en tout cas pour JDS La Quotidienne. C'était un week-end chargé en rendez-vous sportifs, bien sûr, le sommaire de Samuel Meitch. Le cricket ivoirien reprend du service. L'ouverture de la saison s'est faite ce week-end en présence de plusieurs amoureux de la discipline. Moto, Grand Prix du Qatar 2018. Coup de théâtre. Devant plusieurs adversaires coriaces, l'Italien Andrea Dovizioso, auteur d'une course complète, remporte la première manche du mondial sur le fameux circuit de Losail. Football, Ligue des champions CAF. Week-end désastreux pour les représentants ivoiriens. La SEC et le WAC sortent de la compétition par la petite porte. Rigo Gervais, Dago Charles, bonsoir. Bonsoir. On l'a vu dans les titres, la Côte d'Ivoire n'a plus de club en Ligue des Champions cette année en tout cas. Nous en parlerons tout à l'heure dans le débrief. Le CNO a élu son président pour les prochaines 4 années. Il s'agit bien sûr du général Lassana Palanfo. Il y avait 2 candidats, le président sortant et Maître Angbo Isaac. Les présidents de fédération olympique ont fait le choix de la continuité en votant à 68,97% le général Lassana Palanfo. Salif Ouattara. Journée mouvementée ce samedi 17 mars au siège du Comité national olympique. Les présidents des fédérations olympiques doivent élire celui qui les représentera auprès des autres nations olympiques du monde. 2 candidats, le général Lassana Palanfo, candidat à sa propre succession, et de l'autre côté, son élève sur les tatamis, Maître Angbo Isaac, président de la Fédération ivoirienne de judo. Un rendez-vous électoral que Maître Bamachek Daniel n'a pas voulu manquer. Contesté actuellement par le CNO et reconnu par la Fédération internationale de taekwondo, le président Bamachek est venu, au nom de la Confédération africaine de taekwondo, participer au processus électoral. Il est reçu par le général Palanfo. Après une série d'accréditations sous la vigilance des forces de l'ordre, les différents invités ont accès à la salle. La presse ne prend pas part à la lecture des bilans financiers et moraux. Plus de 2 heures de discussion, à l'issue desquelles le président Bamachek Daniel décide de se retirer. Je suis un responsable, donc je dis non à ce rapport moral, à cette gestion morale de l'olympisme. Mais il y a du bon dans le travail qui a été fait que je valide. Mais nous ne pouvons pas accepter qu'on ait fragilisé à outrance la Fédération ivoirienne de taekwondo pour 5 personnes qui avaient peut-être des ambitions fédérales. Et on a utilisé le général Palanfo. Aujourd'hui, les loups sortent du bois. Au dépouillement des bulletins de vote, sur 29 votants, le général Palanfo est plébiscité de 20 voix, soit 68,97% de votants qui optent pour la continuité. Maître Angbo Isaac félicite son maître. C'est les électeurs qui décident. Quel recours vous allez faire devant des gens qui ne veulent pas de vous? Je respecte la décision des électeurs. Je pense qu'on essaie de crier à gauche et à droite. Non, ça ne sert à rien. C'est ça aussi le sport. Il a marqué un but pendant que c'est pas traversé la ligne. L'arbitre a accepté, vous acceptez. Et puis voilà, donc j'ai rien à dire. Le général Palanfo rempile pour un 5e mandat de 4 ans. Beaucoup de choses restent à faire pour améliorer la politique de financement des compétitions internationales et l'octroi de bourses aux fédérations olympiques. À cela s'ajoute la volonté des fédérations de s'impliquer davantage dans la gestion du Comité national olympique. On espère vraiment qu'avec tout ce qui s'est passé, on va maintenant avoir de nouveaux changements dans le milieu sportif. On s'est mis d'accord sur certaines choses et nous espérons que maintenant que le candidat est redevenu président, toutes les promesses que nous avons tenues, on va pouvoir les respecter. Élu en 1999, président du Comité national olympique, le général Lassana Palanfo est une figure importante de l'olympisme africain. Il est notamment
le président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique depuis 2005. Voilà notre mandat pour le général Lassana Palanfo à la tête du CNO. On parle cricket à présent. Le championnat a démarré dimanche dernier au lycée municipal de Koumassi. 4 équipes sont concernées pour le titre de champion cette année. Il s'agit des 2 équipes féminines de Côte d'Ivoire, Cricket Club, les meilleurs batteurs et le Cricket Gold Club. Odalégbe. L'innovation cette saison est l'entrée des dames dans le championnat national de cricket. Côte d'Ivoire Cricket Club en bleu et Côte d'Ivoire Cricket en blanc sont les premières équipes en lice chez les cadettes. Au cours de la première manche, l'équipe en bleu, qui avait le rôle de lanceuse, s'est fait avoir par les batteuses qui totalisent 14 points. La seconde manche ne sonnera pas la révolte pour les bleus. Elle s'incline 14 à 8. C'est tout de même une belle expérience pour ces jeunes dames qui font leur entrée dans cette discipline. On a commencé à s'entraîner petit à petit. Jusqu'à un peu de temps, c'est devenu quelque chose de grandiose. Je compte aller loin à ce jeu parce que c'est un jeu qui me plaît beaucoup, que j'ai adoré pendant ces derniers mois que j'ai passé à faire le cricket. Le match des seniors hommes a mis aux prises Cricket Gold Club en vert blanc aux meilleurs batteurs. Au thème de 5 overs, c'est-à-dire un ensemble de lancers consécutifs effectués par un même joueur qui s'achève au 6e lancer valide, les meilleurs batteurs récoltent 22 points. En seconde manche, Cricket Gold Club, qui a le rôle de batteur, est plus concentré et engrange 5 points de plus que les meilleurs batteurs au thème des 5 derniers overs. Score final 27 à 22 pour Cricket Gold Club. Il y a un championnat du monde des écoles qui se pratique chaque année. Cette année, la Sierra Leone participe. Peut-être que l'année prochaine, nous, on va participer toujours en Europe. Donc, au niveau des enfants, c'est une exigence. Les filles, c'est une exigence. C'est pourquoi on a tout fait pour monter ces équipes filles. Créée en 2014, la Fédération ivoirienne de cricket compte à ce jour 10 clubs de formation sur l'étendue du territoire ivoirien. Elle a un championnat qui dure 8 mois, de mars à octobre, et est meublé par les matchs des cadets, des juniors et des écoles de formation. 6e édition du secteur du pétrole, de l'énergie et du développement des énergies renouvelables. Les disciplines retenues, le football féminin, le football masculin, les jeux des dames, le scrabble, l'athlétisme et le tennis. Un tournoi qui a démarré samedi dernier du côté de Vridi, au terrain de la Cire, en présence du parrain, le ministre Thierry Tano, et des responsables des différentes entreprises du secteur. Odalégbe. Après la parade des entreprises participantes et la série des allocutions, le coup d'envoi des compétitions a été donné par le ministre de tutelle Thierry Tano. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui et de parrainer ce tournoi parce que quelque part, le sport est quelque chose qui rassemble partout dans le monde d'ailleurs. Mesdames et messieurs, que ce tournoi se déroule dans une atmosphère, comme je l'ai dit, sportive, conviviale. On est tous là pour s'amuser, que vraiment que le meilleur gagne. En football féminin, Foxtrot en bleu et SMB ont coupé la poire en deux, 1-1. Chez les hommes, la CIE en blanc s'est imposée 1-0 devant la Cire. En athlétisme, Anaré en blanc avec un chrono de 3 minutes 39 secondes a dominé Foxtrot, et dans le second duel, c'est Cyprel qui s'est imposé en 3 minutes 34 secondes devant la Gestossi en vert. Il y avait également au menu de la pétanque, du jeu des dames et du Scrabble. Ce tournoi réunit 13 équipes reparties dans 6 disciplines. Doté du trophée Thierry Tano, cet événement sportif se donne pour objectif de développer et consolider les relations d'amitié et de fraternité entre acteurs du secteur du pétrole, de l'énergie et du développement durable. Le tournoi entend aussi créer une saine émulation entre les structures participantes tout en développant un esprit de fraternité et d'amitié.
Une belle initiative du secteur pétrolier. Le tournoi californien a pris fin ce dimanche avec le sacre de deux athlètes pourtant qui n'étaient pas donnés favoris. Il s'agit de Juan Del Potro chez les hommes et de Naomi Osaka chez les dames. On parle bien de tennis avec le tournoi Indian Wells. Vous comprendrez que Roger Federer et Daria Kasatkina ont été battus en finale. Les victorieux de cette compétition gagnent des points dans le nouveau classement ATP publié ce matin même. Jean-Sylvain Esso, Odalegbe. L'Argentin Juan Martín Del Potro a infligé dimanche en finale du Masters 1000 d'Indiana Wells la première défaite de l'année du Suisse Roger Federer qui s'est pourtant offert 3 balles de match. Del Potro a remporté à 29 ans le 22e titre de sa carrière et son premier Masters 1000. La catégorie de tournoi la plus importante après ceux du Grand Chelem. Après 2h42 minutes, il bat Federer sur le score de 6-4, 6-7, 7-6. Il a surtout stoppé l'incroyable série de 17 victoires consécutives depuis le début de l'année de Federer. Déjà en difficulté la veille en demi-finale face au Croate Borna Koric, Federer, âgé de 36 ans, a toujours été sous pression face à l'Argentin dans une finale pleine de rebondissements. Del Potro remporte le premier Master 1000 de sa carrière et devient le 6e meilleur joueur mondial avec un total de 4155 points. Chez les dames, Naomi Osaka n'a eu besoin que d'1h10 pour dominer la Russe Daria Kasatkina et remporter à 20 ans son premier titre sur le circuit WTA. La japonaise s'est imposée en 2-7, 6-3, 6-2. Grâce à ce succès, elle passe de la 44e place à la 22e place mondiale. Toujours à l'international du cyclisme, à présent, la Primavera ou encore la Classicissima pour les amoureux de la course cycliste Milan-San Remo. Les 174 partants ont traversé beaucoup d'obstacles avec à l'arrivée en tête de peloton en italien, Vincenzo Nibali. Le résumé avec Salif Ouattara. La Classicissima était à sa 109e édition samedi sur le tronçon de 298 km de Lyon-Milan à San Remo. La classique des classiques de l'Union cycliste internationale a embarqué cette saison 25 équipes venues de toute l'Europe. Une 109e édition de Milan-San Remo bien arrosée par la pluie. Le peloton reste groupé jusqu'à 22 km de l'arrivée dans la Cipressa. Sprinter et baroudeur décident de durcir le ton, ce qui va entraîner une chute très importante à 11 km de l'arrivée, causant l'abandon du champion en titre, le coureur tout-terrain, le Polonais Mikhail Kwiatkowski. Comme assez souvent, c'est dans l'ascension du Poggio que la course va se décanter. Sur cette longue descente, le grimpeur peinture italien Vincenzo Nibali prend de l'avance. Le requin de Messine s'isole dans le Poggio et conserve son avance sur la ligne d'arrivée devant l'Australien Caleb Evan et le Français Arnaud Démare. Il y avait beaucoup de pluie au début. On a beaucoup discuté avec mon équipier Sonny Colbrelli. J'avais de très bonnes sensations dans les 15 derniers kilomètres. Quand je suis sorti, j'ai juste roulé à fond. Autant je ne savais pas si j'allais suivre une attaque de Sagan Kwiatkowski à la Philippe, si c'était le même scénario que l'année dernière. Mais là, avec le vent de face, je m'étais dit que je ne bougerais pas. J'étais persuadé qu'on allait revenir et donc il a été très fort pour résister au peloton. L'Italie tient enfin le successeur de Filippo Pozzato. Vincenzo Nibali a piégé les sprinteurs en conservant une petite seconde d'avance sur le peloton. En 7h18 minutes, 43 secondes, soit une vitesse moyenne de 41 km/h. Sport. Des soins musclés pour des hommes d'action. Dream.
MotoGP. Dimanche, les compétitions du championnat du monde de vitesse moto ont débuté à Losail, c'est du côté du Qatar. Une première manche enlevée à la surprise générale par l'Italien Andrea Dovizioso. Première victoire de Dovi sur un circuit international aussi prisé par les pilotes professionnels du monde entier. On retrouve notre spécialiste des sports mécaniques, Salif Ouattara. Personne ne l'attendait sur le podium du Grand Prix de Losail, surtout pas à la première place. Annoncé parmi les outsiders au Qatar pour la première manche du championnat du monde de vitesse moto, l'Italien Andrea Dovizioso a eu 3 jours d'essai compliqués sur sa Ducati avant dimanche, jour de compétition. Le tenant du titre, l'Espagnol Marc Marquez, l'Italien Valentino Rossi et le Français Johan Zarco, jeune loup aux longues dents, ont tous échoué face à Dovi. Dans le dernier virage, menant à la ligne d'arrivée, Dovi en a fait une bouchée. Difficilement tout de même, puisque l'Italien n'a mis que 27 millièmes de seconde entre lui et son poursuivant direct, Marc Marquez. En 42 minutes 34 secondes 654 centièmes, Dovi est sur le trône qatari. C'est une course parfaite, un week-end parfait. J'ai ménagé mes pneus pour la fin de course et cela a payé, même si le dernier tour avec Marc a été compliqué, comme à chaque dernier tour à la lutte avec Marc. Mais je l'ai battu encore une fois. Le dimanche 8 avril, l'heure de la revanche sonnera sûrement pour l'Espagnol Marc Marquez. À l'Autodromo Termas de Rio Hondo, en Argentine, aura lieu la deuxième manche du championnat du monde. Le jeune Français Johan Zarco n'a pas encore dit son dernier mot. Un tour d'Europe en football avant de passer à notre débrief. Mohamed Salah, puissance 4 en Première Ligue. Samedi, l'Égyptien a inscrit 4 des 5 buts de Liverpool face à Watford. Autre quadruplé, celui de Cristiano Ronaldo, réalisé à l'occasion de la 29e journée de la Liga. Et puis en revanche, coup d'arrêt pour les équipes du Bayern Munich, de la Juventus et de Marseille dans leur championnat. Jean-Sylvain Esso nous conduit dans les 5 championnats majeurs d'Europe. La 31e journée de Première Ligue a été marquée par le quadruplé de Mohamed Salah. Le pharaon a donné la chaleur au public d'Anfield, gagné par le froid avant le coup d'envoi. Ces 4 buts s'ajoutent aux 24 premiers qu'il a inscrits et font de lui le meilleur buteur des 5 grands championnats d'Europe. Il est à noter le report de 6 matchs en raison de la FA Cup. En Espagne, les joueurs étaient à leur 29e soirée de Liga. Le Real Madrid, emmené par Cristiano Ronaldo, auteur de 4 réalisations, a pris le meilleur 6-3 sur Gérone, qu'il avait battu 2-1 à l'aller. Au Camp Nou, le leader barcelonais a défait l'Atlético Bilbao 2-0 et creuse l'écart de 11 points face à l'Atlético Madrid, battu 2-1 par le sous-marin jaune Villarreal. Du côté de la Bundesliga, le RB Leipzig, qui n'avait plus gagné en championnat depuis le 9 février, a renversé l'intouchable Bayern Munich 2-1 ce dimanche, profitant d'une heure de passivité du géant bavarois pour lui infliger sa 2e défaite de la saison à l'occasion de la 27e journée. Une journée qui a souri au Borussia Dortmund, vainqueur 1-0 contre Hanovre. Mauvais week-end également pour la Juventus de Turin en Serie A. La vieille dame s'est cassé les dents sur la défense de la Spal Ferrari. 0-0. Ce samedi lors de la 29e journée. Une belle occasion pour son dauphin, le Napoli, qui bat le Genoa 1-0 et revient à 2 points de la Juve. Enfin, en France, la 30e journée a été dominée par le derby des Olympiens au Vélodrome. Memphis Depay, à la 90e minute, marque le 3e but de Lyon qui prend le meilleur, 3-2. 8 heures avant, le PSG, grâce à Angel Di Maria et Dani Alves, est parvenu à battre Nice 2-1 à l'Alliance Riviera. Les dernières équipes ivoiriennes encore en lice en Ligue des Champions ont été éliminées le week-end dernier. C'est le sujet de notre débrief. Humilié par les Wydad du Maroc à Mohamed 5-7-2 lors des 16e de finale aller, l'équipe de Williamsville a réussi quand même à inscrire 2 buts ici à Abidjan face à cette grande équipe, 2-0, mais 2 buts qui n'ont pas suffi à qualifier notre équipe. Résumé.
Le score à la première période pour le Williams Civil Athletic Club de Côte d'Ivoire est d'1 but à 0 grâce au pénalty transformé par le capitaine Diallo Kwasi Romuald. 36e minute, le dernier défenseur du Wydad, l'international ivoirien, Cheikh Ibrahim Komara, retient en pleine surface de réparation Karidjoula Trésor. Le pénalty sifflé par le Ghanéen Daniel Nin Aï est magistralement frappé par Diallo Kwasi qui prend à contre-pied le portier marocain Zouer. Galvanisés par cet avantage acquis à la pause, les Guêpes de Williams Civil vont dominer les débats à la reprise et se créent d'énormes occasions de but sont concrétisées. 82e minute de jeu, un autre pénalty est accordé aux Ivoiriens. JJ Armand est abattu dans la zone de vérité et Diallo Kwasi, à nouveau sollicité, marque. Le résultat de 2-0 est insuffisant pour déboulonner le grand WAC du Maroc. Les poulains du coach Abi Yao se félicitent d'être restés invaincus à domicile dans ce tournoi. Même dans l'élimination, il faut tirer le positif. On a cette joie-là, battre chez nous encore le super champion. Vraiment, c'est une satisfaction. La performance de cette jeune équipe du WAC est reconnue par l'adversaire qui trouve en elle beaucoup de qualités. C'est une très bonne équipe, bien organisée, très bien organisée. Qui a fait un très bon match ici au Maroc aussi, surtout la première mi-temps. Deuxième mi-temps, on a fait le nécessaire pour creuser l'écart. Mais c'est une bonne équipe qui va progresser, ça c'est sûr. Battu 7-2 à l'aller, le WAC est éliminé malgré sa victoire. L'équipe de Williams Civil est toutefois reversée en Coupe de la Confédération. Est-ce qu'on peut dire que le match aller, pour avoir pris 7 buts dans cette rencontre-là, avait déjà scellé le sort de Williamsville? Bien entendu, prendre 7 buts à l'extérieur et face à pas n'importe quel adversaire, le Wydad de Casablanca, champion en titre, super, je crois, super vainqueur de la Coupe d'Afrique organisée par la CAF, c'est pas quand même, c'est pas rien. Maintenant, les leçons qu'il faut tirer, c'est au niveau de l'encadrement technique, parce qu'il faut reconnaître quand même que la première mi-temps, le WAC a réussi à faire 2 buts partout avec cette grande équipe du Wydad. Et puis, Abi Yao n'a pas pu gérer la seconde mi-temps avec ses garçons. Puis bon, voilà, l'inespérance a fait qu'ils ont payé sa cash. Mais force est de reconnaître qu'au match aller, ils ont fait montre quand même d'un certain savoir, d'une certaine détermination. Je peux vous dire qu'on avait vraiment cru, nous avons eu la chance d'être dans les tribunes au moment de ce match-là, à 2-2, à la mi-temps, on avait vraiment cru que le WAC de Côte d'Ivoire pouvait tenir face au WAC marocain, mais des illusions après. Mais il faut reconnaître que c'est au niveau du volume de jeu, oui. Parce que quand même, ce WAC de Casa est habitué au joutes international. Et nous, notre WAC est en train d'apprendre. Oui. Voilà, donc il faut que ça soit clair pour les uns et les autres. Nous, on est dans un cycle d'apprentissage et puis ils sont dans un cycle de confirmation, donc ce n'est pas la même chose. Ils ont pris une seule mi-temps pour pouvoir tout boucler, 5 buts de quart au match aller, 2-2 déjà à la mi-temps, mais il faut reconnaître que nos garçons n'ont pas de mérité. Dans leur cycle d'apprentissage, ils doivent se servir de ce genre d'échecs pour pouvoir construire l'avenir. Mais selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché pour, quand même, en deuxième période, 5 buts d'affilée comme ça? C'était hallucinant, quoi, de voir le WAC marocain aligner les buts comme ça en seconde période pour une équipe qui a tenu tête quand même. Non, moi, je dirais d'abord c'est l'inexpérience. Oui. Parce que c'est l'inexpérience tant au niveau des dirigeants, au niveau de l'encadrement technique, au niveau des joueurs. Après, il y a la programmation aussi du championnat national. Lorsque le WAC est allé rencontrer le Wydad de Casablanca, il n'avait juste que le match qu'ils ont eu face aux Maliens. En dehors de ça, ils n'avaient pas de match dans les jambes. Et donc, en deuxième mi-temps, c'est tout à fait normal qu'ils s'écroulent physiquement face à une équipe qui a beaucoup plus d'expérience, qui sait gérer les matchs, parce qu'il n'est pas champion d'Afrique, qui veut réussir à battre l'Ali à domicile, 1-0, quand ils sont allés faire 1-1. Ça veut dire que c'est une équipe qui sait gérer tout un terrain, des différents espaces d'un terrain au cours d'un match de haute intensité. Et c'est ce qui a manqué, à mon sens, à cette équipe du WAC. Une belle réaction quand même du WAC ici à Abidjan pour ce résultat positif. Oui, écoutez, on avait tous souhaité quand même que, même si le WAC ne devait pas être qualifié, il fallait quand même qu'il gagne. C'est chose faite, bravo à cette équipe du WAC là, même si on sait que dans la physionomie du match,
le Wydad Casablanca était venu pour gérer son avance sur acquise au match aller. Mais cela n'a pas empêché les garçons de William Civil de se battre, de pouvoir mériter, d'obtenir la victoire. Parce qu'il y a une victoire là aussi importante pour cette équipe du WAC qui inscrit du coup son nom. Ça reste dans les annales. Hein? Oui, qui inscrit son nom comme une équipe qui a battu le Wydad de Casablanca, Absolument. le champion en titre. Et donc, au niveau du classement des clubs africains, le WAC gagne en bonus et le championnat ivoirien aussi gagne en bonus. Parce que gagner en 3 points, ça donne un certain classement au niveau de la CAF. Un bel avenir pour le WAC. Oui, bel avenir. Je pense qu'ils sont dans un bon cycle. C'est un cycle d'apprentissage. Ils ont surtout basé ce projet sportif-là sur le projet de jeu. Parce que quand on les voit jouer, ils sont cohérents. Depuis qu'ils sont arrivés en première division, ils gardent leur manière de jouer. Et cette philosophie de jeu-là gêne beaucoup. Ils savent garder le ballon, c'est des jeunes. La moyenne d'âge est de 23 ans. Donc ça veut dire que c'est des jeunes qui savent bouger, qui savent jouer aussi au foot. Et quand contre les Maghrébins, tu sais faire des attaques placées, tu as toujours de la chance. Mais là, il faut qu'on revoie un peu au niveau de notre championnat parce que ces équipes-là ont besoin d'un certain rythme pour aller en Coupe d'Afrique. Tout à l'heure, on va le constater sur le match de la SEC. On a été bouffé au niveau du volume, au niveau de l'endurance des hautes compétitions. Et ça, il va falloir corriger ça. Félicitations au WAC, hein, cette équipe qu'on a souvent vue en championnat, une équipe de dernière minute, une équipe qui a le mental jusqu'à la dernière minute, souvent qui gagne ses matchs dans les dernières minutes de la rencontre, oui, Charles. Surtout, mais regardons l'insolence même du premier penalty du WAC. Être mené 5 buts à 0 à rattraper, avoir un penalty aussi déterminant, avoir tout le public ivoirien derrière soi et se permettre une palenka, c'est vraiment osé de la part de ce garçon du WAC. Ça veut dire que ces garçons sont vraiment en confiance. Oui. Ils auraient bénéficié d'un certain enthousiasme autour d'eux. Je suis convaincu que peut-être qu'ils n'auraient pas marqué 5, mais ils auraient pu quand même faire chanceler véritablement cette équipe du Wydad de Casablanca. Voilà, donc le WAC ivoirien qui est éliminé de la Ligue des Champions et qui est reversé en Coupe de la Confédération. Deuxième équipe qui était également en Ligue des Champions et éliminée ce week-end. Il s'agit de l'ASEC Mimosa qui a été battue. L'ASEC qu'on attendait pourtant, puisqu'au match aller, l'ASEC s'était très bien comporté face aux Zesco de Zambie. Et puis ici, les Mimos se font battre 2-1. Résumé, Jean-Sylvain Russo, Samuel Metch. L'aventure de l'ASEC Mimosa en Ligue des Champions s'arrête en 16e de finale. Les jaunes et noirs, vainqueurs au match aller 1-0 en Zambie, n'ont pu confirmer ce résultat lors du deuxième acte à Abidjan. L'ASEC avait pourtant bien entamé la rencontre en obtenant un penalty dès la 7e minute après une faute commise sur Komlan Agbenyanda. Anissé Badiek-Bagnon, le spécialiste des pénaltys à l'ASEC, prend à contre-pied Jacob Banda et donne l'avantage aux jaunes et noirs. Ce but réveille le club zambien qui oblige l'ASEC à commettre plusieurs fautes. À la demi-heure, sur un coup franc somptueux, Faxon Kapumbu remet les deux équipes à égalité. La récréation intervient sur ce score d'un but partout. En seconde période, les joueurs du Zesco United gagnent les duels. Ils seront une seconde fois récompensés de leur belle domination. Lazarus Kambole, sur un coup franc repoussé par Sissé Abdul Karim à la 64e minute, inscrit le deuxième but de son équipe. Un but qui élimine l'ASEC Mimosa qui concède sa première défaite de la saison au stade. Félix Houphouët-Boigny, Amani Yao et ses joueurs voient leur rêve de qualification brisé. Ils ne connaîtront malheureusement pas l'épreuve de la phase de poule, mais sont reversés en Coupe de la Confédération. Les Mimos devront patienter la saison prochaine avant de connaître leur 11e participation en phase de poule de la Ligue des Champions. Voilà, on a vu ce match face à Zesco. Au match aller, l'ASEC Mimosa qui gagne. Et puis au match retour, l'ASEC Mimosa qui se fait gagner. Oui, mais ça, déjà, on l'a vu contre les Béninois. Faut faire attention à ce genre de match aller. Quand on a réussi à faire un résultat chez l'adversaire, il ne faut pas s'endormir. Parce que là, on se croit trop beau et psychologiquement, on lâche. Et je pense que c'est ce qui arrive. Hein. Oui, c'est vrai que la SEC s'est senti tellement beau que la SEC, par rapport aux informations que nous avons, a refusé de faire des matchs du championnat pour pouvoir mieux se préparer selon l'encadrement technique de la SEC. Se préparer comment? Je ne sais pas. Mieux se préparer en faisant les matchs amicaux face à des centres de formation. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Figurez-vous que la SEC
Et aujourd'hui, après 4 matchs en retard, ils ne jouent pas les matchs de championnat, alors que ce sont ces matchs de championnat-là qui vous mettent dans la dureté, qui nous mettent dans la dureté même surtout, mais surtout dans les combats, dans les duels avec les différents adversaires, afin de pouvoir vous bonifier. Parce que c'est dans l'adversité qu'on arrive à se bonifier, à se corriger. Et la SEC a refusé de jouer le championnat pour pouvoir jouer les matchs, les petits matchs avec les centres d'information, afin de trouver une certaine mise en place pour pouvoir contrer cette équipe-là. Donc je suis d'accord avec Eric Gauger quand il dit que la SEC s'est trouvé trop beau pour pouvoir penser que, bon, comme on a battu le ZESCO à domicile, enfin en Zambie, c'était fort probable qu'on les batte ici. Alors qu'on a trouvé une équipe beaucoup plus déterminée, et très très agressive depuis le début de la depuis le début du match jusqu'à la fin. On va voir dans le détail, c'est cette rencontre entre la SEC Mimosa et le ZESCO United de Zambie. Des images que nous allons ensemble commenter encore. Je rappelle que c'était un match comptant pour les 16e de finale retour de la Ligue des Champions et la SEC Mimosa qui recevait le ZESCO United. Ah, ils ont commencé un match poussif, un temps fort très bon. Déjà, on a vu que les milieux de terrain que sont Badié, Bagnon ou Momo, ils allaient soutenir. Platini avait le dessus, surtout individuellement, parce qu'il a tenté beaucoup de coups individuels. Il s'y retrouvait. Là, c'était le temps fort de la SEC. Les latéraux poussaient un peu, mais comme le Charles l'a dit, ce temps fort-là, c'est vrai, ça a été ponctué par ce pénalty qu'ils vont marquer. Mais après, le déficit athlétique va tout de suite se mettre à niveau. On voit tout de suite les latéraux qui arrivent à trouver les attaquants. Un attaquant comme Platini qui a tenté individuellement à trouver des solutions. Même quand ils n'arrivaient pas à aller, ils conservaient quand même le ballon. Ils avaient toujours le dessus collectif. Mais voilà. Mais c'est surtout même dans la position de balle. C'est vrai qu'un match, il y a 3 quarts d'heure. Dans les 15 premières minutes, oui, la SEC a bien conservé le ballon, a fait plaisir à son public. On était tous heureux de savoir que l'équipe de la SEC d'Abidjan a retrouvé la circulation des balles. Et puis bon, est arrivé ce pénalty-là, puis pour moi, a été un peu très généreux, certes, mais la SEC est parvenue à concrétiser ce pénalty-là. Mais juste après le pénalty, la SEC a littéralement baissé les bras, et puis on n'a plus senti cette équipe de la SEC-là. Là, on sent comme là, très agressif, regardez. On voit donc la faute. Voilà la faute. Le gardien, honnêtement, le gardien, il prend bien le ballon. On le voit ralenti. Voilà, il prend bien le ballon, comme là, se jette dans ses bras. On regarde la trajectoire du ballon, le ballon vient dans la trajectoire du gardien de but. Et donc, ça veut dire que c'est le gardien qui a eu le ballon. Ben, l'arbitre en a décidé autrement. Et super penalty transmis par Badié. Et on s'est dit, OK, à ce niveau-là, la SEC est déjà qualifiée. Mais patati, patatra, on ne sait pas ce qui s'est passé. Par manque de, je dirais, de rythme, la SEC a baissé un peu les choses. On va avoir votre avis aussi. On a vu la rage de Platini. Il va chercher ce pénalty-là seul. Voilà, il va chercher ce pénalty-là, même s'il y a un travail au départ de Badié. Badié qui était placé un peu en soutien des attaquants. Un spécialiste, Badié encore, qui marque le pénalty. On le connaît ici en championnat. Il est à son 5e but sur pénalty. Vous voyez, là, il est allé chercher le gars. Voilà, premier duel gagné, deuxième duel gagné. Le 3e duel, je peux le dire, le pénalty. Donc, c'est une action véritablement individuelle que Platini est allé chercher. Là, mais, par la suite, véritablement, si il ne rechignait pas la tâche, je pense que la SEC aurait connu meilleur sort. Mais quand même, je peux dire que, vu sa compagnie, c'est un pénalty mérité. Un pénalty mérité pour la SEC Mimosa qui a donc ouvert le score sur ce pénalty. Et puis on va voir après que le ZESCO United est donc revenu à la hauteur des Mimos. Oui, tout à fait. Ils ont compris que athlétiquement, physiquement, ils étaient au-dessus des joueurs de la SEC. Donc ils ont procédé par des grands ballons. Et c'est sur un second ballon revenu de la défense de la SEC que, je crois, un joueur de la SEC commet une faute. Et dans la haute compétition, c'est ça aussi. Les coups de pied arrêtés et autres là font partie du jeu. Avoir des bons shooters, de bons tireurs, ça compte aussi pour pouvoir gagner des compétitions. Et c'est ce coup de pied arrêté là que le ZESCO est venu à la marque. Mais sinon, quand on regarde un peu après avoir encaissé le but, c'est sur des grands ballons, dans les différents ballons, que le ZESCO a pris le meilleur sur les joueurs de la SEC d'Abidjan. Oui, ils ont joué avec les atouts. On connaît les Zambiens, c'est le football athlétique. Donc, ils ont mis ce football athlétique-là. Ils sont menés par le numéro 8 au milieu de terrain qui gagnait tous les deuxièmes ballons, qui gagnait tous les deuxièmes, il mettait le pied, il ravitaillait à gauche, à droite. Et ce qui a marqué là, c'est que
ils ont réussi à créer le surnombre. À chaque fois que vous allez voir une action au niveau de la surface de ballon, vous allez trouver 6 Zambiens qui sont présents. Ils étaient et sur les premières balles et sur les deuxièmes ballons. Et à chaque fois, les joueurs de la SEC étaient absents. Donc, tout de suite, vous voyez, voilà, première balle, tout de suite, deuxième ballon, ils sont là. Voilà, toujours, ils étaient là et ils sont à 6. Voilà, 6 contre 6 à chaque fois. Dès qu'ils gagnent un duel, c'était un peu à la limite. Nous, on n'a rien fait pour pouvoir réduire ça parce qu'à 6 contre 6 dans la surface de réparation, une erreur, et le but est vite arrivé. Surtout que, comme Dago le disait au départ, la SEC n'était pas préparée, surtout sur le plan athlétique, à jouer ce genre de rencontres-là. Ils sont très physiques, hein, les Zambiens. Oui, ils sont non seulement grands. Je crois la moyenne, en matière de taille là-bas, doit être 1,90 m. Et à ce niveau-là, il faut être vraiment présent, il faut être très proche des adversaires pour pouvoir gagner les duels avec eux. Mais les joueurs de la SEC étaient toujours en retard sur le second ballon. Regardons tout ce scénario-là, ce changement de côté, de ballon qui va d'un côté à un autre, c'était toujours les ballons qui étaient dans les pieds des Zambiens. Regardez, ça, c'est une faute commise parce qu'on est en retard, on n'est pas très proche de l'adversaire. Et on va suivre ce coup franc magnifiquement exécuté. Voilà. Il a réussi à la Messi. Oui, il a réussi à la Messi. Dommage pour toi, Cathy, mais ça, c'est... C'est très beau. C'est vraiment très beau. Non, mais il que ce numéro 3 là, il a aidé véritablement à la SEC, que ce soit sur les longues touches à la K, comme on le disait ici, que ce soit sur ce coup franc, il a fait la différence, surtout sur les balles arrêtées, surtout sur les longues balles. À chaque moment, il va organiser avec son numéro 8. À chaque fois, c'est lui qui mettait le pied sur le ballon. Anthony ravitaillait les ailiers, il gagnait le deuxième ballon, il réorganisait, vous voyez. Voilà, nous, on était toujours à la cette action-là. Les deux joueurs de la SEC d'Abidjan sont tout seuls, ils se gênent et puis remettent le ballon dans l'axe central. Oui. Ce qui oblige leur partenaire à commettre la faute. Alors qu'on nous a toujours dit dans les écoles, dans la formation, on dégage toujours, on envoie le ballon toujours sur les côtés. Oui. Alors que sur ce coup-là, regardons bien, le ballon a été renvoyé dans l'axe central. Et ça, ça ne pardonne pas. Absolument. Voilà, je le disais aussi, les forces zambiennes, c'est ça. Il y a ce numéro 3, Kapundu, qui arrivait à avaler le couloir gauche. C'était vraiment important. Moi, je n'ai pas compris quelque chose dans le dispositif de la SEC. On a vu la SEC évoluer toujours en 4-3-3, mais cette fois-ci, j'ai vu la SEC évoluer en 4-4-2. Alors que les Zambiens aussi évoluaient en 4-4-2, ça favorisait les duels. Et si on veut jouer les duels, on ne peut pas jouer les duels contre les Zambiens. Les Zambiens, on les connaît, ils ont un fighting spirit vraiment pas possible. Et puis de deux, c'est qu'ils viennent des hautes montagnes, donc au niveau de l'altitude, ils ont le souffle. Voilà. Donc il ne fallait pas jouer ce 4-4-2 contre eux parce que Platini... Est-ce que c'était un problème de coaching, vous pensez? Oui, parce que quand je voyais Touré Ahmed, l'attaquant, était en fixation, Platini aussi était en fixation. Il y avait déjà 2 en fixation, donc le reste du bloc était obligé de jouer en 2 lignes de 4. Donc quand c'est comme ça, on a affaire à des duels. Et au niveau des duels, véritablement, les Zambiens gagnaient tout le deuxième ballon. Ils nous imposaient leur manière de jouer. Et à chaque fois qu'ils arrivaient dans les 40 mètres, ils ne faisaient que des centres. Ils ne tergiversaient pas pour pouvoir aller faire des retraits. Ils faisaient que des centres, alors que les Ivoiriens, vous connaissez leur qualité au niveau des jeux de tête. Absolument. Mais c'est surtout même au niveau du coaching. Badié qui venait de marquer un penalty, qui a gagné tout de suite en confiance. Quelques instants après, on le sort. Alors que dans un match d'une telle intensité, Amani Yaoussé, que c'est le joueur qui est en confiance, qui peut terminer le match là. Qui peut terminer ce type de match là. Alors, je n'ai pas compris pourquoi le faire sortir. Alors qu'il venait de réussir un super penalty avec une pirouette qu'il venait de faire. Ça veut dire que c'était un garçon qui avait tout de suite, qui avait retrouvé ses repères, il ne devait pas sortir. Et il a fait sortir. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. Et on voit donc le but. Sur le but, on le voit nettement parce que vous allez voir le surnom qu'ils vont créer dans la surface. Ils sont toujours premiers. Ils ont 6 joueurs dans la surface. Et nous, on n'a jamais corrigé cette partie. Regardez, ils sont 6, toujours au premier ballon. Même quand on renvoie, ils sont toujours au deuxième ballon pour nous ramener encore dans cette intensité-là. Et toujours sur le premier ballon, regardez, ils seraient seuls au deuxième poteau pour pouvoir reprendre. Voilà. Donc, vraiment, ils occupaient bien la surface. Ils étaient en surnombre 7 joueurs sur ce but-là, dans notre surface de réparation. Et nous, on était à la rue.
On a cru au hors-jeu parce qu'on a vu le gardien qui est arrivé. Voilà. Et on était à la rue, on assistait. Et comme Dago le disait toujours, ce n'est pas ailleurs, il ne faut pas chercher ailleurs. C'est dans la vitesse, dans le rythme qu'ils nous ont eu. Ces ambiants ont eu raison de nous dire rythme. Parce que je n'ai pas compris comment, je crois, Damba, Suleiman, le stopper de la SEC, puisse louper un tel ballon dans la surface de réparation. Ce qui a engendré le face-à-face avec Sissi Abdelkarim, qu'il a réussi, c'est vrai. Mais derrière, toujours sur le second ballon, les ambiants ont été présents. C'est sur un second ballon encore que les ambiants marquent le second but. Il a même failli avoir un troisième but. Ah ouais. Il a failli avoir, il y a eu un duel 1 contre 1 que les ambiants ont loupé. Donc on va rester aux 2-1, voilà. De toute façon, on est éliminé. La Côte d'Ivoire est donc éliminée. La SEC Mimosa et le WAC sont éliminés pour cette Ligue des Champions, mais sont reversés en Coupe de la Confédération. Et puis pour information, c'est demain que le football ivoirien sera exposé à Zurich en Suisse. Un match pas du tout amical entre la Fédération ivoirienne de football et le désormais G évolutif. Vous comprendrez, c'est la convocation de la Fédération internationale à ces deux instances, à ces deux entités du football ivoirien qui vont s'expliquer demain devant la haute autorité. Puis on aura les échos. Merci messieurs d'être venus sur notre plateau. On se retrouve demain pour d'autres informations sportives. Merci à vous d'être restés en notre compagnie. À demain.